Nous commençons comme d'habitude avec notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne, ce sont juste des échanges entre passionnés. Faites-vous vos idées avant de trader, attention. Trader comporte des risques. Un petit rappel sur ce qu'il y a de présent sur notre boutique, donc le séminaire virtuel avec les 8 masterclass en replay et les endroits où vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et on se retrouve ce soir avec Christophe. Bonsoir Christophe, comment vas-tu ? Bonsoir à tous, ça va. Ça faisait longtemps, dis donc, un habitué de la chaîne. Ouais, c'est ça. Presque de la première heure, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, pas loin, je pense. Hein. Ouais, parce qu'on s'était connus en 2020. Après l'été 2020, on avait fait la première interview, si je dis pas de bêtises. C'est possible, je saurais pas te dire. Ouais, parce qu'en l'été 2020, il y avait eu le petit problème avec quelqu'un qui nous embêtait, et on avait discuté, et après, à la rentrée, on avait parlé. Exact. Donc, on va pas te faire l'affront de te présenter, mais bon, au cas où il y a quelqu'un qui soit pas connecté dans les réseaux sociaux les 5 dernières années. Donc, voilà, Christophe, créateur d'indicateurs, les PRT bandes, qui est le 4e ou 5e indicateur plus utilisé sur PRT, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. C'est toujours surprenant, chaque fois que je l'entends, ça me surprend, mais... Et ceux qui sont devant, c'est pas des petits indicateurs, hein, c'est le volume, les moyennes mobiles, enfin, etc. L'extra trend, hein, et une formation que tu as mis en place depuis, on avait présenté ici en février. Je peux te le dire, on a fait l'anniversaire la semaine dernière, le 5 janvier. Ah, 5 janvier, ouais. Parce que nous, on avait fait la vidéo au début février, ce que j'ai regardé tout à l'heure, justement. Ouais. Donc, un an. 5 janvier. Un an. Donc, on l'annonce tout de suite, hein, on va l'annoncer au début et à la fin. Donc, Christophe, avec sa formation Investir Zen, pour fêter l'anniversaire, on va dire que c'est pour ça, hein. Rentre dans la boutique, hein, donc ça devient un pensionnaire permanent de la boutique. Hein, donc voilà, vous pouvez également acheter Investir Zen dans la boutique. On fait une promo pendant 72 heures, c'est-à-dire jusqu'à dimanche soir, de 10%, et on vous offre la masterclass que Christophe a fait lors du séminaire virtuel au printemps dernier, en avril 2023. Voilà. Et bon, on se retrouvera séminaire virtuel en 2024 avec Christophe également qui nous avait présenté à Barcelone les tortues, hein, les tortues sous stéroïdes, c'est ça. Ouais, ça avait vachement plu apparemment. Voilà. Donc tant mieux. Alors toi, vu que tu es un peu le mathématicien entre statisticien et mathématicien du groupe, de la communauté, on a choisi un petit sujet qui va te coller comme un gant, c'est sur l'esprit cartésien et le trading. Alors, est-ce qu'on peut réussir au trading sans avoir un esprit cartésien ? Moi, par exemple, cette semaine, j'ai un peu tradé les cryptos, c'était avant-hier soir, lors de l'annonce de la SEC. Et j'ai joué juste par instinct. Peut-être, je ne sais pas si c'est des instincts ou c'est de la connaissance ou de l'habitude, on va dire. C'est-à-dire que je suis devant mes graphes, mon graphe 1 minute, je vois les bougies, etc. Et quand je vois quand il y a une attaque qui commence, on sent qu'il y a des acheteurs qui rentrent sur le marché, donc on rentre avec eux. C'est comme ça que je suis rentré sur l'Ethereum à 2480 dollars. Je suis rentré assez fort à 2480 dollars. J'avais eu le début de la tendance haussière qui a mené l'Ethereum vers les 2650, si je dis pas de bêtises. Donc, chance, pas de chance, habitude, pas d'habitude, sensation. Est-ce que tu crois qu'on peut gagner si on n'a pas l'esprit cartésien ? Alors, je pense que oui, l'expérience m'a montré. Si tu m'avais demandé ça sans que je connaisse d'autres personnes, je t'aurais dit oui. Maintenant, tu sais que tous les matins, je fais l'ouverture avec Ludo, qui lui n'a pas forcément un background basé sur les maths ou les sciences ou peu importe, qui est plutôt littéraire, et il fonctionne très très bien aussi. Donc en fait, je nuancerais peut-être le mot cartésien
en disant que c'est peut-être plutôt organisé qu'il faut être, pas forcément cartésien. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas à l'aise avec les maths, la logique, la rigueur, etc., c'est peut-être plus de l'organisation qu'il faut, plutôt que le fait d'être cartésien. Être cartésien, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui se travaille. Par contre, être organisé, le point qui est positif, c'est que ça peut se travailler. Et par exemple, je vous donne un exemple concret. Le gros du truc, par exemple, créer sa watchlist. Tout le monde en parle, comment on peut faire, etc. C'est ni plus ni moins de l'organisation. Si vous avez différents screeners, vous regardez les palmarès, etc., ça vous permet de créer votre watchlist petit à petit. Moi, en général, ce que j'aime bien faire, c'est créer ma watchlist le soir, après bourse, et puis le matin. Parce que le matin, ça me permet d'avoir une double validation de ce que je pensais la veille, ou pas, du tout. Et puis, de passer les ordres que je dois passer à ordre de seuil de déclenchement. Parce que le soir, on a quand même passé une journée complète, on a le cerveau fatigué. On dit souvent que on va pas courir un sprint après avoir fait un marathon. Le marathon, c'est ta journée. Tes décisions, elles sont peut-être pas forcément bonnes le soir. Par contre, le job du soir, il faut le faire de toute manière. Et le matin est là pour valider ce que tu pensais la veille, ou pas. Ou invalider. Des fois, tu peux te dire, ouais, celle-ci, je l'ai mise en watchlist alors que c'est du n'importe quoi. La watchlist, tu vas sur les actions ou les commodities ou les produits, voilà, je ne trouvais pas le nom, les produits qui ont des volumes et qui sont d'actualité, en fait. Tu te fais une liste des valeurs que tu vas surveiller. Ça ne veut pas dire que tu vas passer des ordres dessus, mais en tout cas que tu vas les surveiller pour différentes raisons. Et effectivement, les raisons que tu vois la veille avec le cerveau fatigué après bourse, etc., le matin, quand tu as le cerveau tout frais, que tu n'as pas couru ton marathon de la journée, effectivement, tu as peut-être une autre vision des choses, ce qui est intéressant d'avoir quand même cette double validation. Ou alors, ça peut également dire que si tu as fait ton job la veille, et que le matin, tu es un petit peu à la bourre, ou pour X raison, tu n'es pas au meilleur de ta forme, au moins, t'as préparé ça la veille au lieu de le faire à l'arrache le matin, quoi. Et en plus, il peut y avoir des news pendant la nuit, des news qui sortent hors bourse, des news qui sortent avant bourse, des résultats, tout ça. Donc c'est vrai, avoir une watchlist, c'est important. Parce que moi, les cryptos, par exemple, pour dire, c'est vrai que l'Ethereum, j'avais réfléchi dans la journée, j'avais vu que le Bitcoin était bien monté, on allait avoir une news sur le Bitcoin, j'avais vu que l'Ethereum était un peu en retard, donc j'ai arbitré l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est pas seulement de la sensation, c'est déjà un travail en amont, en disant, voilà, je vais me fixer sur l'Ethereum plutôt que sur le Bitcoin. Puis bien connaître comment son cerveau fonctionne, quoi. L'image du marathon, du sprint après le marathon, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est parlante, quoi. Quand tu as passé ta journée, ton cerveau il est fatigué, tes décisions c'est peut-être pas les meilleures. Et puis le fait de faire le soir plus le matin, c'est intéressant. Tiens, ce matin par exemple, je me suis levé super tard parce que enfin super tard. Dis-nous pas ce que tu as fait de ta nuit, s'il te plaît. J'ai dormi 3 heures, donc Denis m'a dit, écoute, ça se voit. J'ai dormi que 3 heures, je suis rentré tard. J'étais bien content d'avoir tout préparé hier soir, parce que ce matin, j'ai pas dû avoir à faire les choses à l'arrache. D'ailleurs, je me suis dit que ce matin, je prenais aucune décision. Je laisse faire juste ce que j'ai prévu hier soir, et c'est tout. Je prends pas de décision. Mais c'est utile. Et puis, créer sa watchlist, c'est de l'organisation aussi, parce que on a vite fait... moi, je le vois sur le salon qui est lié à la formation Investir Zen. Très souvent, on me dit ah ouais, mais je me retrouve, j'ai énormément de valeur en watchlist. Effectivement, parce que y a un travail de sélection. Donc effectivement, pour sélectionner, il faut pouvoir être organisé. Si tu tournes avec plusieurs screeners pour surveiller différentes configurations, différentes stratégies, etc., tu vas te retrouver avec beaucoup de valeurs. Ces valeurs-là, si on veut les réduire, il faut les prioriser. Si on veut les prioriser, il faut des critères. Parce qu'on ne va pas faire au feeling en disant « ouais, celle-ci, je la sens, celle-ci, je la sens pas ». Il faut des critères, etc. Donc effectivement, il faut pouvoir réduire cette liste à un minimum, je sais pas, ça dépend des personnes, mais je sais pas, 20, 30 valeurs. Ouais. Si tu en as 80, tu pourras jamais tout surveiller. Je dirais même 15. Suivre plus de 15 valeurs, c'est compliqué. Ouais.
C'est vrai, c'est vrai. Mm. Et puis après, il y a des outils qui sont intéressants. Moi, sur ProRetime, ce que j'aime bien, c'est que sur les listes, tu peux mettre des couleurs. Donc effectivement, les 2-3 que je dois vraiment surveiller aujourd'hui, je les surligne en bleu ou en jaune, peu importe, ce qui me permet de les détecter assez facilement, de voir leurs mouvements assez facilement sans avoir forcément les graphes. Sur TradingView, c'est pareil. TradingView, c'est pareil, tu as 4 possibilités, 4-5 couleurs, et après tu peux même ouvrir la liste de la couleur, en fait. Moi, c'est ce que je fais, j'ai ma liste, j'ai une première liste importante, c'est rouge, la deuxième, c'est verte, etc. Et après, j'essaye de... Exact. Et puis, à mon sens, il faut que ça reste simple, parce qu'effectivement, on ne parle pas forcément d'avoir l'esprit cartésien, parce que c'est un fait, et ça m'ennuie un petit peu que ce soit un fait, soit on l'a, soit on l'a pas. Par contre, en termes d'organisation, ça veut dire que tout le monde peut mettre en place des choses pour être organisé. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est que dans ma watchlist, j'ai plusieurs types de valeurs. Alors, je suis sur 3 portefeuilles en même temps, PEA, et puis 2 autres à côté. Avec pas forcément les mêmes stratégies, pas forcément les mêmes objectifs. Et il m'arrive par exemple de trouver des valeurs intéressantes fondamentalement, parce que je trouve que c'est des belles boîtes qui progressent vraiment, qui ont un bel avantage concurrentiel, etc. Enfin bref, qui sont des bons leaders potentiels. Mais il n'y a pas de point d'entrée actuellement, où la config est dégueulasse, etc., parce que la boîte n'est pas valorisée, etc., elle est totalement délaissée, etc. J'aime bien les mettre dans ma watchlist, mais dans ce cas-là, il faut que je sache pourquoi je l'ai mis dans ma watchlist. Donc simplement sur mon graphe, je mets juste un petit texte avec marqué Fonda, ce qui veut dire que si je retombe sur le graphe et que je me dis pourquoi je l'ai mis là, l'explication elle est toute simple. Ça m'a pas demandé grand-chose de mettre un texte Fonda, et je pense que plus on peut soulager le cerveau et moins on lui demande d'efforts, plus il va continuer à être rigoureux et à être organisé. Si, tiens, je peux donner un autre exemple. Tu vois, par exemple, relever ses trades. S'il faut relever tous les jours tes trades, mettre les points d'entrée, la valeur, machin, pour quelle raison, etc. Où est-ce que tu as émis ton stop, quand est-ce que tu l'as bougé, pour quelle raison, etc. Ça demande trop d'efforts au cerveau, tu vas abandonner facilement. Regarde, on est début janvier, il y en a plein qui ont pris des nouvelles résolutions au début de l'année, qui les ont, on est le 12, qui les ont peut-être déjà lâchées. Pourquoi ? Parce que ça demande trop d'efforts. Par contre, une routine qu'on met en place tous les jours, qui demande peu d'efforts et où on a fait en sorte de soulager son cerveau, il y a de grandes chances qu'on continue à la faire. Et tu vois, ma watchlist soir et matin, je continue à la faire tout le temps. C'est toujours un peu ce que tu recherches, hein, c'est l'effort, le temps. Avant, tu cherchais le ratio temps, gain-temps. le ratio gain-temps. Et après, tu dis, suite à la connaissance de Ben, tu cherchais aussi le ratio gain-effort. Le fait d'avoir quelque peu échangé avec Ben et puis l'avoir écouté aussi chez toi, il a induit dans mon équation effectivement une donnée supplémentaire, c'est pénibilité, à laquelle je pensais pas. Et effectivement, ça m'a fait faire pas mal de changements qui sont intéressants. Et puis, pénibilité ou même organisation, routine, etc. Tu sais que j'ai pas mal d'activités à côté. Je lance tout le temps des projets sur différents trucs. Et je dois être organisé si je veux arriver à tout gérer, tout bêtement. Donc, c'est une habitude de faire ça. Ok. Le fait que tu sois Asperger, on peut le dire ou ça te dérange Oui, on peut le dire, non, je m'en fous. Le fait que tu sois Asperger, est-ce que c'est parce que tu es Asperger, en fait, que tu as besoin d'avoir ce cadre pour trader, ou est-ce que c'est vraiment... faut avoir le cadre pour réussir à trader, quoi. Je sais pas... Je pense que j'ai besoin d'avoir un cadre pour être assuré, ça c'est certain. Après, est-ce que c'est ce qui fait que je suis organisé, etc. Pas spécialement. Des personnes avec qui je bosse sur d'autres activités, je me rends compte qu'ils ont un profil un peu similaire du mien, ils sont pas Asperger, etc. Et finalement, il y a certaines caractéristiques qui proviennent pas de ça, qui proviennent simplement du fait que c'est des personnes qui aiment bien être sereins, qui aiment bien savoir où ils vont. Et effectivement, tiens, le titre de la formation Investir Zen, la baseline, c'est autonome, zen et performant. Pourquoi j'ai choisi cette baseline-là ? Parce que c'est exactement ce qui me décrit, c'est ce que je souhaite. Je ne souhaite pas stresser, je souhaite savoir où je vais, je souhaite savoir... tiens, un truc que j'aime bien faire, c'est calculer en permanence mon equity stop. C'est-à-dire que si tous les stops actuels de mes positions sont tapés, combien il me reste ? Ou alors, si c'est un portefeuille nouveau que je développe, combien je risque ?
Et ça, j'aime bien avoir un equity stop tout le temps au minimum à 0. C'est-à-dire me dire, voilà, je ne risque rien, je saisis une opportunité, je ne cours pas de risque. Et juste ça a pour but de me rassurer. J'ai un petit tableur Excel où je calcule tout, je remonte mes stops si je veux conserver une partie des gains, etc. Et ce que je veux savoir, c'est combien je risque en permanence ou combien il me reste si c'est en positif. D'accord. C'est vraiment du money management. En fait, tu es la personne du money management sur les réseaux, en fait. Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui me permet d'être serein. Où tu vois, des fois, ça m'arrive de monter un nouveau portefeuille et de mettre une nouvelle stratégie en place dessus. Une nouvelle stratégie, c'est pas rentable immédiatement, etc. Par contre, j'aime bien savoir combien je vais perdre, préparer un certain nombre de pertes consécutives qui me permettent d'être serein dans ma tête. Tu vois, c'est à partir du moment où tu es préparé, il n'y a pas d'inconnu. J'aime bien écouter des interviews. Tu sais, il y a un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie qui est extraordinaire. Et il a de temps en temps des sportifs qui sont sur son antenne. Et j'aime beaucoup parce que c'est un discours que tu retrouves souvent chez eux et dans lequel je me retrouve. C'est qu'à partir du moment où ils sont préparés, ils ne stressent pas. Il y a les JO qui arrivent, etc. Tu as un certain nombre de sportifs qui te disent « Non, du stress, j'en ai pas. Je suis préparé et donc je n'ai pas de stress. » Alors, il y a toujours une petite part de stress, mais le fait d'avoir préparé un maximum fait que tu as éliminé 80% du stress. C'est vrai que dans ce sens-là, la sophrologie, tout ça, ça a beaucoup amené dans le sport. Et c'est vrai que le trading, en fait, ça peut s'assimiler à un sport, à une compétition, en fait. Parce qu'il faut vraiment avoir l'esprit libre et l'esprit vraiment ouvert pour faire ça. L'esprit cartésien, si on a une méthode et qu'on la suit, est-ce qu'on est presque sûr de gagner ? Je dirais que le principal, c'est peut-être même pas d'avoir une méthode, c'est de la suivre. Voilà, ouais. Parce qu'en la suivant, au moins, tu as ta réponse. Est-ce qu'elle est rentable ou pas ? Par contre, si tu as une stratégie et que tu t'appliques pas tous les points de ta stratégie, eh bien, tu sauras jamais si c'est ta stratégie ou si c'est toi qui déconnes. À Barcelone, t'en parlais tout à l'heure. Pardon. Le séminaire, il était sur les tortues sous stéroïdes. Et effectivement, il y a un moment où il y a un slide où je partageais les performances les différentes tortues. Enfin, en tout cas, une vingtaine ou une trentaine de ceux qui sont passés dans les mains des tortues. Et on voit bien qu'ils avaient tous les mêmes règles, mais ils n'avaient pas tous les mêmes performances. Donc, ça veut bien dire que la stratégie en elle-même ne fait pas tout. Il faut également la respecter. Donc, c'est une part importante qui explique ces différences. C'est pas la seule raison qui explique ces différences, mais c'est une des raisons qui explique ces différences. Et l'ennemi du trader, c'est de changer de stratégie, de sauter tout le temps, ouais. Alors, c'est le problème que j'ai eu au début, parce que moi, j'ai interviewé beaucoup de traders, donc au début, j'étais un peu perdu, c'est pour ça que j'ai fait une grosse pause de trading, parce que je faisais du Christophe, après, je faisais du Mika, après, je faisais du Ben, je revenais à faire du trado, et en fait, ça marchait pas. Et maintenant, je fais du Denis, et ça marche, voilà. Donc, il faut vraiment suivre sa stratégie, trouver sa stratégie. Je pense que c'est important de se former également, alors que moi, j'étais complètement opposé à ça au départ. Ce que je voulais trouver par moi-même, c'était peut-être une question d'ego aussi. Et non, on gagne beaucoup de temps quand même en se formant et en apprenant de stratégies des autres. Ouais, exactement, parce que tu vois, imaginons tu passes 3 ans à te former ou 2 ans à te former. Alors non seulement ça t'a coûté du temps, et ton temps il vaut quand même quelque chose, mais en plus ça t'a coûté du capital. Donc tu perds du temps et tu perds du capital. Ça fait beaucoup. Et à mon sens, alors après je prêche pour ma paroisse, bien évidemment, mais tu vois, les personnes qui suivent la formation Investir Zen, en règle générale, je leur demande toujours à peu près combien de temps il a fallu pour qu'ils absorbent la formation. En moyenne, alors il y a des fous furieux qui en 2 semaines avaient tout absorbé, et puis il y en a d'autres où ça a pris 2 mois, mais entre 2 semaines et 2 mois, tu as gagné l'équivalent. Tiens, je crois que d'ailleurs, il y a eu un témoignage, je me souviens plus qui disait j'ai plus appris en 2 semaines qu'en 2 ans. Effectivement, tu gagnes du temps et
tu évites de perdre de l'argent. J'allais dire, tu gagnes de l'argent. C'est pas le fait de suivre une formation qui fait que tu gagnes de l'argent, mais tu évites d'en perdre parce qu'au moins ton apprentissage, il te coûte pas. Très souvent, on dit si tu es en pleine période d'apprentissage, il vaut mieux trader avec 10% de ton capital parce que comme ça, ton apprentissage, il te coûte 10 fois moins cher. Et effectivement, c'est le principe. Pour faire un peu l'avocat du diable, quand on fait des formations, en fait, on dit où aller, mais on ne montre pas les écueils qu'il peut y avoir et les rochers. Et après, on peut se retrouver par la suite avec ces rochers, quoi. Est-ce que c'est pas aussi bien de perdre et Tout à fait. de voir les erreurs, quoi. Tu sais, moi je suis vraiment axé sur money management et risk management. Et du coup, je pars du principe que des écueils et des échecs, tu vas en avoir. Simplement, ce qu'il faut, c'est les prévoir pour pas que ça te soit dommageable. Donc effectivement, le fait de calculer tes tailles de position, de calculer ton risque, de couvrir ton risque avec les précédentes valeurs, etc. C'est-à-dire que, voilà, on a un mode d'opération, modus operandi, comment on dit en français? Oui, c'est ça. Ouais, enfin bref. En latin, oui. D'avoir ton mode d'opération écrit fait que Ouais. des échecs tu vas en avoir, mais tu t'en fous parce qu'ils sont prévus et ça va quasiment rien te coûter. C'est très important d'écrire, parce qu'on croit avoir une stratégie et après quand on l'écrit, on s'aperçoit qu'en fait, on l'a pas, quoi. Oui, tout à fait. Si on veut vraiment schématiser l'investissement en bourse, c'est quoi? Tu vas acheter une valeur qui est en train de monter, tu mets un stop qui va invalider ton scénario rapidement si tu t'es trompé et qu'elle va pas monter. Et par contre, si elle monte, c'est le principe du trend following, on la conserve. Ce qui veut dire que il suffit simplement de gérer le côté côté négatif du truc. Le fait que tu peux te tromper, à partir du moment où tu as géré le fait que tu peux te tromper, eh bien ça veut dire que si tu as géré ce risque-là, toutes les actions que tu vas conserver en portefeuille, elles vont grimper. Puisque toutes celles qui chutent, elles vont être stoppées. Donc finalement, il n'y a que celles où tu avais raison qui vont rester dans ton portefeuille. L'intérêt aussi, c'est que celles que tu vas conserver, comme elles sont en tendance haussière, elles vont continuer régulièrement à te générer des gains qui va assurer les risques que tu vas prendre plus tard. C'est-à-dire que tu vas assurer ton risque. Il y a une inertie haussière quand tu rentres sur une valeur qui est haussière, qui est un petit peu la même chose que si tu roules, je dis n'importe quoi, tu roules à 100 km/h avec une voiture, tu lâches l'accélérateur, tu vas continuer à rouler un certain temps. Eh bien, ta valeur qui est en tendance haussière, elle va continuer sa tendance haussière un certain temps. Pendant qu'elle va continuer sa tendance haussière, elle va générer des gains latents. Ces gains latents vont assurer le risque des nouvelles positions que tu vas prendre derrière. Et le principe, celui que j'enseigne en tout cas, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas tenter de prendre une position, disons qu'elle saute, tu vas tenter d'en prendre une deuxième, disons qu'elle saute aussi, t'en prends une troisième, disons qu'elle saute aussi, t'en prends une quatrième, ta quatrième, elle tient, et bien tu vas la garder. Quand tu la gardes, elle est sur ce principe d'inertie haussière, elle va générer des gains régulièrement. Au fur et à mesure qu'elle va générer des gains, elle va déjà te compenser les quelques échecs que tu as eu avant, et elle va te donner une assurance pour les prochaines positions que tu vas prendre. C'est-à-dire que les prochaines positions que tu vas prendre, elles vont rien te coûter, puisque le risque que tu vas prendre va être assuré par les gains latents de celle qui a tenu, qui est dans ton portefeuille. Et puis tu vas en rentrer une, tu vas en rentrer deux. Quand tu en as deux, tu peux assurer le risque des deux suivantes. Quand tu en as 4, tu peux assurer le risque des 4 suivantes. Et après les 8 suivantes, et puis voilà, après ton portefeuille il est plein, et voilà, c'est fini. Donc on voit bien quand même bien cartésien, le money management, bien... Organisé. Organisé. Ouais. Après, je te dis pas, quand je teste des nouvelles stratégies ou que je suis sur un petit portefeuille dont je m'en fous un peu, etc., je vais prendre quelques latitudes pour être beaucoup moins rigoureux. Par contre, sur mon gros portefeuille, je bouge pas d'un poil. Ce que j'aime bien aussi, puisqu'on en est là, c'est de se dire, j'aime bien à chaque fois calculer les tailles de mes positions. Il faut que je rentre
mes chiffres. Il faut que je rentre mon cours d'entrée, que je rentre mon stop loss, je rentre mon capital actuel, mon drawdown actuel et que ça calcule tout automatiquement. Mais je me dois de rentrer ces valeurs-là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je rentre, j'ai un petit script qui est également sur l'information, qui prend en compte énormément d'informations. On rentre ces informations et on délaisse totalement le cerveau de cette charge-là. Ouais. Le calculateur nous dit, voilà, tu dois acheter tant d'actions, point barre. Et t'en sors jamais. Déjà, tu vas pas faire au doigt levé. Mais tu fais ça même avec l'expérience après. Surtout, en fait, j'utilise des biais du cerveau pour lui éviter de faire des erreurs. Si tu sais que ton cerveau est feignant, tu sais ce qu'on dit, ton cerveau prend toujours la solution qui demande le moins d'efforts, mais c'est jamais la meilleure. Donc, je vais partir de ce postulat-là en me disant, tiens, puisque mon cerveau est feignant, je vais m'en servir. Donc, je vais mettre en place un calculateur où j'ai juste à rentrer les données et je n'ai pas besoin de faire l'effort de me dire quelle taille de position je vais prendre. Tiens, combien je vais mettre sur cette position. J'ai pas à faire l'effort là puisque c'est mon calculateur qui me le donne. Et comme mon cerveau sait que le calculateur va calculer, il s'en même donc pas tu laisses déjà de côté. Donc tu es organisé et tu laisses une part déjà à ton calculateur. Tu dis ça, mon cerveau n'y pense pas, voilà. Donc maintenant j'aurai juste à regarder des opportunités. Donc, comment je rentre, combien je rentre. Parce qu'il est feignant, mais en plus tu le soulages d'une charge mentale qui est de se dire, voilà, quelle taille de position. Imaginez-vous, vous êtes dans un graphe, devant un graphe, vous voulez rentrer sur une position. La question c'est combien je vais mettre dessus. Ouais. Alors, je sais pas, imaginons vous avez un portefeuille de 10 000 euros, on va se dire, allez, je vais mettre 2 000. Si on met 2 000 euros et qu'on met un stop à, je dis n'importe quoi, 5%. Une autre valeur, on va rentrer, on a besoin d'un stop plus large à 10%. On va pas mettre 2 000 euros, puisque dans ce cas-là, le risque, c'est pas le même sur chaque valeur. Il est différent. Donc, l'intérêt du calculateur, c'est qu'il va calculer tout ça, hop, et il soulage le cerveau. Donc ça, oui, moi, c'est quelque chose qui m'a changé la vie il y a des années. C'est-à-dire de ne plus jamais calculer mes tailles de position. Je rentre les données et c'est un calculateur qui le fait. Donc le combien, tu l'as par un calculateur. Le comment, tu l'as aussi dans une taille de position et à quel moment avec des bougies, tout ça, c'est expliqué dans l'information. Le quoi, c'est dans la watchlist. C'est dans la watchlist que tu vas définir ta watchlist. Le quoi, le pourquoi, c'est pareil. Je vais dire pourquoi, c'est la même chose. Et il reste le quand et le quand. Et le quand, c'est aussi... le quand, pareil, tu sais comment je fonctionne, je mets des ASD et c'est pas moi qui décide quand je rentre sur la valeur. C'est l'ordre que j'ai placé à un seuil défini. Si ce seuil il est passé, ça passe l'ordre automatiquement. C'est-à-dire que ça soulage encore une fois mon cerveau d'avoir à se dire c'est maintenant, non, c'est pas maintenant, tu vois, il n'y a pas de question à se poser. J'ai éliminé un maximum de... D'accord. Donc toi, on voit bien, la réponse, c'est la bourse, c'est cartésien. Donc bon, on n'attendait pas à moins de organisé. Je préfère le mot organisé. Organisé, ouais. Ok. Pour conclure, on va faire quelque chose d'un peu plus court aujourd'hui, on va essayer. Actuellement, le marché, tu le vois comment? Tu vas me dire, je sais pas. Donc, on va dire, ton portefeuille maintenant, il est comment? Il est plutôt rempli, plutôt vide, Il est rempli à 80 et quelques %. Alors, il était rempli à 100% il n'y a pas très longtemps. Tiens, je vais pouvoir le détailler, c'est intéressant. Il était rempli à 100% il n'y a pas très longtemps, avant le retournement du CAC, donc quand il poussait encore. Et pourquoi il y a retournement alors? C'est pas une petite consolidation? Au moins à court terme, au moins à court terme. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh là là, equity stop, je vais calculer combien il me reste si tous mes stops sont tapés. Alors, c'est des stops profit majoritairement, parce que j'ai des gains latents sur pas mal de lignes, et puis j'en avais d'autres qui étaient nouvelles. Donc, les nouvelles, j'ai laissé des stops qui sont des stops loss, donc c'est-à-dire s'ils se font taper, c'est de la perte, et j'ai couvert tout ça avec celles qui ont des gains latents. Et je me suis dit, voilà, maintenant que j'ai positionné tous mes stops, etc., donc après, c'est ni plus ni moins un calcul automatique avec un Excel, un spreadsheet, etc. L'objectif numéro 1, c'est au moins d'avoir un stop equity à 0, c'est-à-dire que si tout se fait taper, eh bien, tu n'as rien perdu. Il te reste le capital que tu avais juste avant tes entrées en position, etc. Mais ça, c'est le pire des cas. Tu peux également mettre en place ton stop equity pour être en gain et te dire, voilà, quoi qu'il arrive, je conserve tant de gains quand tous mes stops seront tapés.
Et puis, une fois que tu as mis en place tous tes stops et que tu as calculé et que le scénario, le pire, te convient, tu es OK avec ça. Voilà, il me reste, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, il me reste 8%, par exemple, si tout est tapé. Okay. Tu sais que quand le CAC va commencer à se retourner, tu as peut-être quelques positions qui vont se faire taper. Alors, il y a peu de chances que ce soit toutes, mais tu en as quelques-unes. Donc moi, effectivement, j'en ai perdu quelques-unes. Et après, les positions restantes... Ce que tu as perdu, c'est d'être en profit ou en loss ou... c'est principalement des positions qui étaient assez récentes, qui étaient en loss encore. Mais ces loss, je te dis n'importe quoi, on va faire avec des chiffres ronds, ce sera plus simple. Tu as une position où tu risques 100 €, si ton stop loss est tapé. Tu en as une autre qui, elle, est en gain. Eh bien, celle qui est en gain, tu vas remonter ton stop de l'équivalent de 100 € pour que les deux s'annulent, par exemple. D'accord. Et tu sais que si les deux sont tapés, tu as perdu quoi? Tu as perdu 0. Si tu en as une qui est tapée, ben, ça veut dire que l'autre, elle reste encore dans la course. Et quand l'indice va repartir, elle va continuer à refaire des profits et ainsi de suite. Tu vois? Ok. Très intéressant. En tout cas, moi, c'est la manière dont je le vois. D'autres vont pas le voir de la même manière. Très souvent, ce qu'on peut me dire quand j'expose cette façon de faire, on va me dire « Ah ouais, mais c'est long ». Alors, comme je l'ai développé tout à l'heure, c'est long. Au début, la première est longue. Parce que quand tu as une ligne qui tient, t'en rentres une autre, mais après t'en as deux, donc t'en rentres deux autres, t'en as quatre, et après t'en rentres quatre autres, t'en as 8. Ça va très vite en fait, hein. C'est juste la première qui est un peu longue. Donc très souvent on me dit que c'est ça. Ouais, c'est comme les impôts, ce qui est plus compliqué, c'est le premier tiers. Ouais, exactement, ouais. Ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est de se dire, tiens, aujourd'hui je vois que les marchés redémarrent, je vais prendre 8 positions, je mets mes stop-loss et tiens bien ce qui tiendra. Et imaginons que cette nuit il y a un attentat. Demain, tu perds 8 fois ton risque. Ouais. Moi, je suis pas OK avec ça. Donc après, c'est une question de psychologie. Est-ce que je suis OK avec cette perte ou est-ce que je suis pas OK avec cette perte? C'est pour ça que moi, je balance et je calcule en permanence. Balancer, comment on dit en anglais? J'équilibre. Voilà, j'équilibre en permanence mon equity stop parce que je veux savoir en permanence, bah tiens, s'il y a une catastrophe là maintenant, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que je perds? Alors, le qu'est-ce que je perds, je l'aime pas. Parce qu'en général, moi, ce que je veux perdre, c'est un seul risque. C'est-à-dire que sur l'intégralité de mon portefeuille, je dois risquer une fois une ligne. Si, par exemple, j'ai 3 lignes qui sont break-even et j'en prends une nouvelle, je reste avec ce risque-là. J'attends que cette ligne-là ait pris pour en entrer une suivante, etc. Mais après, c'est à chacun de faire en fonction de sa psychologie, ni plus ni moins. Puis pareil, toujours dans le fait d'être organisé, cartésien peut-être, j'en sais rien, limiter l'information, parce que sur les réseaux sociaux, on a des tonnes et des tonnes. Tu vois que je suis de moins en moins présent parce que il n'y a pas d'intérêt à avoir autant d'informations que ça. Donc effectivement, limiter ces sources d'informations à une seule, que ce soit fondamentalement ou en termes de news. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment avoir une stratégie, vraiment avoir une source, parce que sinon, après, on prend un peu de partout, et puis c'est comme ça qu'on... pareil dans l'organisation, alors, je ne sais pas si d'autres le font, je sais qu'Adrien le fait, parce qu'on en a déjà parlé souvent ensemble. Par exemple, je suis chez Fortuneo. Chez Fortuneo, les colonnes, tu peux les moduler un peu comme tu veux. Donc, tu peux virer celles que tu veux pas. Toutes les colonnes où il y a un montant, je les vire. Toi, tu parles juste en pourcentage, ouais, juste en pourcentage. Donc ça aussi, ça fait partie de l'organisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est toujours la même chose depuis le début. C'est-à-dire qu'en fait, tu suis toujours tes mêmes règles et en fait, on voit que ça marche, que ça fait 4-5 ans que tu es là quand même, quoi. Il y a un truc aussi que j'aime bien faire, par exemple, c'est un playbook. C'est-à-dire, j'ai un répertoire sur mon ordi où j'ai plein de captures d'écran. Parce que tu sais que quelque chose qui s'est produit se reproduira. Tiens, si on doit prendre un exemple très simple, une moyenne mobile 200. Il n'y a pas 10 000 manières de la passer. Un début de train, il n'y a pas 10 000 manières. C'est soit tu avais une petite congestion en dessous et ça passe d'un seul coup et puis ça pousse à fond, soit ça pousse et puis ça revient faire un pullback sur la M200 et puis après ça repart, soit on navigue autour pendant perpète, un peu comme fait depuis un certain temps SKR, Valorec et d'autres valeurs comme ça. On navigue autour et tu sais que ça crée un range et que c'est la cassure de ce range qui va vraiment déclencher le trend. Si tu t'amuses à faire des captures d'écran à chaque fois des valeurs que tu suis, machin, etc.,
et ben ça te permet de voir que tu peux les classifier dans 6 catégories différentes. Et qu'il n'y a que ces 6 catégories-là et qu'il n'y a aucun autre schéma différent. Donc le fait de te faire un playbook avec ces captures fait que tu sais exactement où tu vas. Et puis très souvent on dit ouais, il faut relever ces traits, etc. Relever ces traits, moi ça demande un effort. Je sais que mon cerveau le fera pas sur du long terme. 1 an, 2 ans, il va arrêter. Il fera pas sur ces périodes-là. Par contre, à chaque fois que tu t'intéresses à une valeur, que tu l'as en watchlist, faire une capture quand tu la rentres en watchlist, faire une capture quand ça se déclenche et faire une capture quelques semaines ou quelques mois après, et bien du coup, tu as ça dans ton playbook. Intéressant, et tu peux ça. classifier tes valeurs et tu retrouves toujours les mêmes configurations, les mêmes départs. Il n'y en a pas des millions, il y en a 5 ou 6 qui sont toujours les mêmes. Et ça, j'aime bien le faire. Parce que ça ne demande aucun effort. Un screenshot sur ton truc. En plus, moi, je suis sur Mac, donc j'ai pu paramétrer mes screenshots. Ça me met tout dans le même répertoire à chaque fois que je fais une capture. Excellent. Donc, j'ai même pas à m'amuser, quoi. Je fais ma combinaison de touches, boum, ça fait un screenshot et hop, ça rentre direct dedans. D'accord. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. Merci encore, Christophe, pour avoir développé tout ça avec nous. Très, très bien. Donc, on rappelle, la formation Investir Zen a 1 an. La formation Investir Zen entre sur Pépitor et on a fait un effort, une négociation acharnée. C'est toi qui as fait une négociation acharnée. J'ai commencé, je suis monté voir ma mère, j'ai commencé à Perpignan et j'ai fini, c'était Valence, pour avoir les 10% que nous vous offrons pendant seulement 48 heures. Et je pense pas qu'il y en aura d'autres. Donc, non. Très souvent, on me demande mais est-ce qu'il y aura des remises, des offres spéciales, etc. Le fait de baisser le prix, moi, j'aime pas parce que ça voudrait dire que je baisse la qualité de ma formation. Non, c'est une formation de qualité. Tu vois, on a plus de 300 membres en 1 an. La note, tous les témoignages, les avis, etc., la note, c'est 4,9 sur 5. Donc, tu vois qu'elle est très appréciée. Ouais. Vous pourrez aller lire sur le site aussi de différents témoignages de différentes personnes. Je vois pas de raison de faire une baisse de tarif. Je vais pas m'amuser à baisser la qualité de la formation. C'est pour fêter l'entrée de la formation à Pépitor et donner un coup de main à ton cher ami Denis. Voilà. C'est ça. Donc merci Christophe pour avoir fait ce geste. Donc elle rentre aujourd'hui vendredi 12, parce que si vous regardez la vidéo après, vendredi 12, et elle est en promotion jusqu'au dimanche 14 à minuit, avec en plus la masterclass de Christophe de l'année dernière du séminaire virtuel. D'autres projets, Christophe, encore? Tu veux en parler ou... Plus tard. J'en ai plein. Toi, tu connais un peu tout ce que je fais à côté. Mais bourse, qu'est-ce qu'il y a? La semaine prochaine, il y a YouFins qui passe dans une très grosse newsletter américaine. Semaine prochaine, dimanche, je crois. D'accord. Dimanche ou lundi. Donc pour ceux qui connaissent pas YouFins, c'est un outil, c'est un site internet ufinz.com et qui vous permet de calculer. Tout à l'heure, je parlais de calcul de taille de position. Voilà, ça vous permet de calculer vos tailles de position en fonction de votre risque, en posant votre cerveau sur le siège passager. Ok, parfait. Merci Christophe. Avec plaisir. On essaye de se voir rapidement. Merci à toi. Ouais. Pour le séminaire virtuel, on compte sur toi pour nous refaire les tortues. Donc ce sera vers mars-avril comme l'an dernier, donc d'ici 2 ou 3 mois. On est bientôt arrivé. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, laissez des commentaires, ça aide la chaîne. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Merci. Pour la communauté Pépitor, maintenant que j'y pense, j'avais oublié, on a créé un petit Discord, on fait des contenus exclusifs pour cette communauté. On a fait un trading live avec Maxime mercredi dernier. Cette semaine, on présente 2 projets crypto avec des opportunités sur des startups, et puis on va continuer comme ça. Donc, si vous voulez participer, il faut remplir un petit formulaire. Je laisse tout il faut vous abonner à la newsletter et après remplir un petit formulaire. Je vous laisse tout sous la vidéo. Voilà, merci à tous. Merci encore Christophe. Avec plaisir, merci à toi. Et puis, longue vie à Investir Zen. Merci. Au revoir, ciao à tous, au revoir. Ciao.